Bonsoir, nous recevons ce soir un personnage qui fait événement dans la campagne des élections municipales. Jean-Michel Aulas et crée la surprise à Lyon. Le patron historique de l'Olympique lyonnais a de bons sondages. Ce serait l'irruption d'une personnalité de la société civile sur la scène politique en plein bouleversement. Oui, je veux devenir votre prochain maire en 2026. Beaucoup d'événements dans cette émission exceptionnelle. Vous entendrez en exclusivité l'interview de Karim Benzema. Nous accueillons d'abord Jean-Michel Aulas pour cette émission municipale 2026. Jean-Michel Aulas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la sensation de ces élections municipales. À 76 ans, à l'âge où beaucoup s'apaisent dans la retraite, vous passez à l'attaque. Pourquoi ? En fait, il s'agit d'une ambition qui est dictée par la demande des Lyonnaises et des Lyonnais. Tout le monde souhaite du changement. Et je me suis dit qu'avec les expériences dans le sport, j'ai été entrepreneur très jeune et je l'ai été pendant très longtemps, j'étais peut-être le seul à pouvoir réconcilier un ensemble de gens qui avaient des idées différentes. Fortune faite, vous pourriez vous retirer, être tranquille. Vous pesez combien ? 400 millions ? Écoutez, les quelque valorisations, voilà, ça vient. On se dit, à l'âge que vous avez, certains se disent, répondez-leur, ah bon, il pourrait être tranquille. Bien sûr que je pourrais être tranquille. D'ailleurs, je me suis vraiment interrogé parce que la pression a été lourde et longue. J'ai d'ailleurs interrogé ma famille. Je ne voulais pas aller contre parce que c'est vrai que ça paraît peut-être un peu courageux ou quelquefois inconscient, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment envie que cette expérience pour les Lyonnaises et les Lyonnais change. Et puis, j'ai quand même une arrière-pensée qui est de dire que sur le plan politique, il y a mieux à faire. Et dans une municipalité, je pense qu'on peut rendre plus heureux les Lyonnaises et les Lyonnais. On pense forcément au précédent Tapie. Il a compté d'ailleurs dans votre vie. Revoyons ensemble une archive, ça date, hein, où vous parlez de lui. C'est vrai que Bernard Tapie a pris des initiatives dans le même sens, mais il fait beaucoup plus de choses que moi et d'autres choses qui ne me passionnent pas du tout. Penser à la politique, par exemple. Par exemple, oui. Vous avez changé d'avis ? Oui, totalement, c'est vrai. Et les choses sont un peu différentes, c'est-à-dire que Tapie a tout fait en même temps et malheureusement dans des situations qui sont différentes. Là, on parle de la mairie de Lyon, de la métropole, de la vie des Lyonnaises et des Lyonnais de tous les jours. Et moi, j'ai envie, parce qu'on me le demande, d'apporter quelque chose de nouveau à cette vie politique qui ne me convient pas. Jean-Michel Aulas, Mitterrand envoyait cette vacherie sur les gens de la société civile qui se lancent en politique. Pourtant, il en a lancé quelques-uns. Hein. Il disait, en politique, le plus nul des professionnels sera toujours meilleur qu'un amateur. Est-ce que ça vous fait peur ? Je m'interroge toujours sur la portée de ce que peuvent dire les uns et les autres. Mais ceci étant, quand j'ai démarré ma première entreprise, j'avais 18 ans, il a fallu que je sois émancipé. On m'a dit que j'étais trop jeune et que je n'y arriverais pas. Donc voilà, donc je vais, je pense, avec des atouts, apporter une vision nouvelle aux choses. Est-ce que c'est une candidature anti-écologique ou anti-écologiste ? Écoutez, cette émission sera jalonnée par des questions de Françaises et des Français de Lyon. Écoutez une première d'entre elles. Je m'appelle Marie-Christine. Bonjour Monsieur Aulas. Donc ma question, c'est le maire actuel était écologique, il œuvre beaucoup pour l'écologie de la ville. Est-ce que votre intention, c'est de poursuivre dans cette direction-là ? On ne peut qu'être écologiste. L'environnement durable est une donnée qui est immuable aujourd'hui. Par contre, ce qu'il est moins, c'est le dogmatisme qui conduit à une idéologie qui est plutôt punitive et qui ne rend pas les Lyonnais heureux. Il y a un côté choix de société. Vous êtes l'anti-Doucet, le maire actuel. Lui incarne le mouvement écologiste. Hein. Il y a eu la question des menus sans viande à la cantine, la piétonisation, la polémique sur l'empreinte carbone du Tour de France. Il s'est attaqué à ça. À tort ou à raison, chacun est juge. On a l'impression que vous êtes presque l'exact contraire, en réalité. Moi, je pense, mon parti, c'est Lyon. Je réponds à un certain nombre de demandes. Et puis, je n'ai pas d'idéologie politique. J'ai un certain nombre de recettes qu'on va essayer d'appliquer et du bon sens qui correspond en fait en ce moment, me semble-t-il, à la demande des Lyonnaises et des Lyonnais. Vous savez très bien ce que disent ceux qui disent, quand on dit j'ai pas d'idéologie, souvent on dit en fait il est de droite.
Oui, alors on l'a dit, effectivement, surtout les journalistes d'ailleurs, mais dans la pratique, non. Vous voyez bien que j'ai réuni l'ensemble des partis de centre-gauche à la droite, c'est vrai, en excluant les extrêmes, mais en faisant en sorte que les gens collaborent. Et ma plus grande réussite actuelle, c'est de mener des discussions avec des gens qui sont de partis différents et qui s'entendent bien, qui sortent des réunions avec le sourire. Quand vous parlez des excès de l'écologie punitive, dites-vous, donnez-nous des exemples. En quoi, où est-ce qu'on est allé trop loin d'après vous ? Non, mais c'est tous les jours. Vous avez parlé des cantines avec un certain nombre de menus imposés. Vous avez, sur le plan de la circulation, on a supprimé des artères entières qui, aujourd'hui, font que les ambulances ne peuvent plus passer de manière caractérisée. On a fermé le centre de Lyon avec aucune transmission transversale d'une rive à l'autre, puisqu'on a la chance d'avoir 2 fleuves. Enfin, c'est en permanence. La place Bellecour, qui devait être végétalisée, et on en fait une œuvre d'art. Enfin, c'est ce qui a été dit. Personnellement, c'est pas mon goût, mais voilà. Donc c'est tous les jours une expression punitive. Les zones à faible émission, le renoncement aux voitures thermiques neuves en 2035. Est-ce que c'était des erreurs, par exemple ? Mais je pense qu'il y a du bon sens partout. Après, c'est dans l'exécution des mesures que les choses ont dérivé. Emmanuel Macron disait, avec un peu de provocation, la bagnole, moi, je l'adore. Est-ce que vous diriez la même chose ? Pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'il faut faire en sorte de donner aux gens qui utilisent la voiture, la bagnole, les moyens de pouvoir l'utiliser dans des situations normales, optimisées. Vous savez, on a fermé Lyon depuis 6 ans. Il y a beaucoup plus d'embouteillages. Eh bien, la pollution a augmenté. Jean-Michel, est-ce qu'il y a un point plus profond ? L'époque est plutôt puritaine. Le climat actuel contre l'argent facile, contre la consommation. Vous, les gens du foot, vous êtes dans un autre monde. Vous êtes encore un peu dans l'ancien monde. Vous aimez les bons hôtels, les bons avions, les bonnes bouffes, la belle vie, les belles voitures, souvent plutôt pour les footballeurs que... Enfin, il y a tout. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça ? C'est-à-dire un côté, comme disait Pompidou, arrêtez de nous emmerder ? Non, je pense pas. Je crois que, bon, déjà, le football n'est qu'une partie de ma vie. Je suis d'abord entrepreneur dans des entreprises qui ont toutes réussi, qui ont été cotées en bourse. Donc là aussi, il y a des règles et des valeurs que l'on respecte beaucoup plus, je dirais, que dans la politique traditionnelle. Non, je crois qu'il y a à trouver un mode de vie qui corresponde à la demande des Lyonnais. Et aujourd'hui, on interdit toute une série de choses qui étaient possibles avant, mais qui ne correspondent pas aux usages. Je roule en Fiat 500 électrique. Madame Tondelier dit, vous êtes un ersatz de Trump. Ouais, bon bah écoutez, pas du tout. Déjà, elle me connaît pas, donc elle le démontre. Elle vous observe. Elle vous observe de près, j'imagine. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que elle a des convictions qui sont tellement ancrées en elle qu'elle ne regarde pas ce qui se passe à côté. Alors que moi, je regarde. Si on est honnête, pardon, est-ce qu'il y a un peu alors du populisme gentil, mais quand vous dites je toucherai pas les indemnités, je supprimerai, il y aura plus de cabinet, il y aura plus de conseillers politiques autour de moi. Ça fait, pardon, beaucoup ont essayé ce genre de truc, puis après ça revient. C'est pas parce que certains ont échoué que d'autres, à d'autres époques, peuvent pas avoir des idées qui vont réussir. Et moi, je vous dis, depuis que nous avons lancé, à la demande d'une grande majorité des gens qui respectent ce que nous faisons, cette idée, j'ai des appels de partout. De gens qui disent, mais si ça peut marcher à Lyon, l'union, si ça peut marcher à Lyon, le fait d'avoir plutôt des spécialistes que des politiques, eh bien, pourquoi ne pas le faire dans d'autres villes ? Question très concrète. Vous êtes interpellé dans la rue. D'abord, on vous appelle comment ? Président, ça c'est la manière classique. Jean-Mimi ? Alors, dans les quartiers, on m'appelle Jean-Mimi parce qu'il y a une proximité et on sait que j'ai donné la chance à tout le monde de réussir. On a eu des centres de formation qui ne faisaient aucune exclusive, bien évidemment. Président, mais maintenant, on commence à m'appeler Monsieur le maire. Et ça m'irrite profondément parce que ça n'est absolument pas le cas. Je suis candidat et donc voilà. Mais c'est plutôt président parce que 36 ans et demi de présidence de Lyon, tout en étant aujourd'hui vice-président de la fédération, c'est vrai que de football, c'est vrai qu'on se rapporte plutôt à cette époque-là. Alors Jean-Mimi ou pas Jean-Mimi, vient l'heure des choix. Dans quelques instants, on fera votre portrait avec Camille Carouer. Vous devrez répondre aussi à un oui-non, parce que souvent vous aimez le en même temps, vous n'êtes pas le seul. Mais par exemple, la question de cet habitant de Lyon. Monsieur Aulas, les impôts locaux augmentent énormément en France. Vous avez annoncé beaucoup de projets. Est-ce que vous allez augmenter les impôts locaux pour pouvoir les financer ?
C'est non. Bien sûr que cette auditrice a totalement raison. Les impôts locaux ont augmenté. On a par ailleurs essayé un certain nombre de modélisations qui n'ont pas fonctionné. Donc il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Il y aura au contraire une recherche d'optimisation par la croissance qui n'a pas eu lieu pendant ces dernières années. C'est possible à l'échelon national, ce que vous dites là. Beaucoup de commentateurs et de politiques vous disent c'est pas possible. Écoutez, moi je respecte toujours l'avis de ceux qui ont des certitudes. Moi j'ai jamais eu de certitude dans la vie. Par contre, tout ce que j'ai entamé, en général, a à peu près réussi. Donc on va essayer d'aller sur des chemins qui jusqu'à maintenant n'ont peut-être pas été véritablement balisés, mais qui aujourd'hui vont marcher. Et j'ai la certitude qu'on apporte vraiment une ouverture et un espoir aux gens qui nous suivent. Jean-Michel Aulas, élection à Lyon, mais enjeu national, le climat national, le RN est le premier parti de France. On citait Tapi tout à l'heure, il s'était posé en champion anti-FN à l'époque en disant on peut être centriste, ou centre-gauche, ou centre-droit, et être aussi ferme que les gens du RN. Est-ce que vous le pensez ? Écoutez, les temps ont changé. Bon, mon parti, c'est Lyon. Je vais faire en sorte d'apporter un certain nombre de spontanéité, aussi de la logique, et puis de ne pas être dépendant d'un certain nombre d'idéologies, qu'elles viennent de gauche, de droite. Je vais essayer de faire comme j'ai fait dans les entreprises qui ont réussi, ou comme au club de football, eh bien, un certain nombre de recettes qui fonctionnent. Attendez, vous arrondissez un peu, mon parti, c'est Lyon, tout le monde peut le dire, hein, mais vous avez quand même des propos qui montraient que là, vous essayez de pousser ce point-là. Vous dites, laisser des personnes durablement dans l'illégalité ou dans l'errance n'est ni humain ni responsable. Comment vous traduisez ça en action ? Bien, l'action, c'est de faire respecter en accord avec l'État les règles de droit. Bien entendu, on n'ira pas... on parle là d'immigration illégale. L'immigration, c'est une chance. C'est une chance. Quand Retailleau disait, dans cette même émission, l'immigration n'est pas une chance pour la France ? Mais si, l'immigration légale est une chance, évidemment, quand on veut construire, quand on veut développer. Par contre, l'immigration illégale, vous savez qu'à Lyon, c'est devenu une place qui est prisée par les passeurs illégaux. Parce que, justement, il n'y a pas de réaction. Donc moi, ma responsabilité sera de faire respecter la loi en accord avec l'État et de manière à trouver aussi, pour ceux qui sont démunis, mais dans la légalité, des solutions sur l'hygiène, sur, bien sûr, leur mode de vie de tous les jours. Le même Retailleau disait, il fait partie de vos soutiens d'ailleurs, hein, je crois. Oui, sûrement. Ouais. Le même Retailleau disait, on parle bien d'immigration illégale cette fois-ci, il faudrait que ce soit un délit, que le séjour irrégulier ne soit pas une chose comme ça vaguement tolérée, mais que ce soit un délit. Vous le pensez ? Moi, je respecte la loi. Et je pense qu'il faut la faire respecter totalement. Si c'est dans la loi, eh bien, on la fera. Justement. Est-ce que vous aimeriez que ce soit un délit ? Je pense qu'il faut bien réfléchir. Vous l'avez dit, je débute dans une fonction que je ne maîtrise pas à 100%. Attendez, là, vous nous faites le jambon, là, vous essayez nous. Vous avez un avis sur des choses comme ça. Je ne faites pas le perdreau de l'année. Déjà qu'il faut faire respecter la loi telle qu'elle est, alors qu'elle n'est pas, à Lyon en particulier, respectée. Après, si un certain nombre d'orientations permettent d'aller plus loin, eh bien on les étudiera et je vous donnerai mon avis à cette époque. Les points de deal, c'est très concret. On assiste à des choses folles, c'est-à-dire, y compris à Lyon. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Pas un propos général, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, j'en ai discuté très précisément avec les responsables d'une part de l'État, d'autre part de la police. Il faut être d'une exigence formidable. Comment ? Donnez-nous, soyons précis, qu'est-ce qu'on fait ? Nous allons recruter dès que nous serons au pouvoir, si les choses sont confirmées, 200 agents municipaux supplémentaires, de manière à faire en sorte qu'il y ait un contrôle systématiquement. Parce que armée, n'est-ce pas ? La police municipale est armée à Lyon. Elle l'était déjà depuis Collomb, c'est ça ? Elle a été décidée sous Collomb, oui, sous Gérard Collomb. Donc 200 agents supplémentaires, oui. Avec quels moyens de plus, parce que les dealers... Des caméras qui seront situées là où elles doivent être, et avec une évolution très importante par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand les caméras surprennent un certain nombre de délits... Plus de vidéoprotection ? Plus de vidéoprotection, et sans passer par le procureur, parce qu'aujourd'hui, les images de la ville ne sont données à la police nationale que s'il y a réquisition du procureur. C'est trop tard. Les oppositions, vous dites je suis contre les deux oppositions, c'est ça ? Oui. Est-ce que c'est... C'est-à-dire ? Non, mais je suis contre les extrêmes. Vous les appelez les extrêmes ? Oui. Les deux ? C'est quoi ? LFI, RN ? Oui.
contre Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est vrai que c'est l'homme le plus cultivé de France chez les politiciens, chez les hommes et femmes politiques? Alors je ne vous contrarierai pas sur ce point-là parce que je ne le sais pas. Jordan Bardella, j'en faisais le calcul, vous avez 46 ans de différence. Hein, 46 ans de différence. Quel regard vous avez sur lui? C'est un regard qui est un regard, je dirais, attentif à ce qu'il propose. J'ai l'impression qu'effectivement, il manque un peu d'expérience. Bon, à partir de là, chacun a le droit d'exprimer un certain nombre d'orientations, mais je suis plutôt prudent de ce côté-là de cette organisation politique. Marine Le Pen, c'est l'actualité très immédiate, et son procès. Est-ce que, selon vous, il y a une coloration politique de la justice? Est-ce que les juges sont plus durs avec elle qu'ils ne l'ont été dans d'autres affaires similaires? Alors écoutez, je vais vous dire très, très clairement, j'ai pris pour habitude de ne jamais commenter les opérations judiciaires ou l'ensemble des instances judiciaires. Là, il y a actuellement un procès, regardons ce qui va se passer, et c'est pas à moi d'aller dire le vrai du faux dans cette situation-là. Question de Françaises et de Français de Lyon, sur la sécurité également. Monsieur Aulas, il y a de plus en plus d'insécurité à Lyon, de plus en plus de vols, de trafic et d'agressions. Que pensez-vous faire par rapport à cela? On y a répondu En partie. En partie. Ouais. Donc d'abord, renforcement. Là, elle est en plein centre-ville. Hein. Oui, tout à fait, mais il y a des agressions dans le centre-ville et le soir en particulier, des rodéos, y compris dans le plus grand centre. Je l'ai dit, de la vidéoprotection. Et puis, nous avons un projet qui est de regrouper, pour qu'il y ait une synergie, police municipale, police nationale, avec un centre ouvert 24 heures sur 24 qui permettent d'être réactifs, ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous êtes soutenu à droite et au centre. Les macronistes vous appuient. On pense forcément, quand on dit dépassement, il y a eu quelques précédents illustres à Lyon, on en parlera aussi avec Amélie Carrouer, Édouard Herriot, la ville du radical, socialisme, centre-gauche, mais un peu centre-droit aussi, etc. Est-ce que vous êtes macroniste? Mais j'ai été, comme tout le monde, macroniste il y a quelques années. En plus, ça a démarré à Lyon. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, je ne suis ni de gauche ni de droite. J'essaye d'apporter une vision qui est nouvelle. Mon parti, c'est Lyon. C'est de rendre les Lyonnais heureux, ce qu'ils ne sont pas actuellement. Le président de la République vous a parlé d'autres candidatures? Oui, je crois qu'il y est très favorable. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon, je ne me souviens plus en détail ce qui a été évoqué. Ça, c'est du Aulas pur sucre. Évidemment, vous vous souvenez, mais dès que vous vous dites Aulas, c'est un peu glissant, vous dites oh, je ne me souviens plus. Mais votre rôle est aussi de poser des questions glissantes et je ne suis pas obligé de répondre à toutes les questions glissantes. Je ne me souviens vraiment pas de ces termes, objectivement. J'ai l'impression que ça apporte... en fait, un certain nombre d'idées nouvelles qui peuvent séduire, non pas uniquement d'ailleurs, puisque vous l'avez dit, tous les partis de Lyon, sauf les extrêmes, se retrouvent derrière moi. Et j'ai d'ailleurs précisé à tout le monde que nous aurions une approche qui serait extrêmement collective dans l'Union, dans la délégation, ce qui n'est pas habituel chez les politiques. Vous rassemblez au-delà du raisonnable. On essayait de faire le compte des présidentiables qui vous soutiennent. Alors aidez-moi parce que la tête, ça donne le tournis. Attal. Wauquiez, qui d'autre? Vous nous avez parlé de Bruno Retailleau. Retailleau, Bayrou Aussi. Voilà. Édouard Philippe. Oui. Darmanin. Oui. 6 présidentiables vous soutiennent. Oui, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, mais bon, vous ne les connaissez pas encore. Vous êtes le candidat du système? Non, je suis le candidat de la bonne volonté, je suis le candidat de ceux qui souhaitent qu'il y ait un changement profond, et puis aussi d'une forme d'alternance avec la politique telle qu'elle a été pratiquée en France. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la politique, et je ne parle pas de la mairie de Lyon, la politique au sens général du terme, soit une réussite. Attal, Wauquiez, Retailleau, Bayrou, Philippe, Darmanin, lequel a votre préférence? Je n'ai pas de préférence à l'instant T, on verra au moment venu. Et à l'instant T, il y en aura sûrement d'autres d'ailleurs. T plus 6 mois. Mais dans 6 mois, on verra déjà si je suis dans la politique, ce qui m'amènera peut-être à prendre position, mais peut-être que je n'aurais pas été élu, donc on n'aura pas à l'exprimer aujourd'hui. Vous n'êtes pas hors politique, on est dans la politique, vous baignez. Non, mais chacun a des caractéristiques qui sont intéressantes. Je peux vous faire une confidence ? Avant cette émission, comme on a vu que vous alliez venir, 2 écuries présidentielles, 2 écuries, m'ont appelé pour dire « Ah, vous direz combien on aime bien M. Aulas, etc. » Je vois que vous avez une très bonne relation. Non, c'est juste qu'ils ont vu sur Internet que vous étiez invité. Donc, ils vont vouloir... Il faudra choisir un jour. Mais ça s'appelle le renvoi à l'ascenseur aussi. Il y aura peut-être aussi d'autres candidatures que des candidatures politiques.
pourquoi ne pas imaginer qu'un certain nombre de gens qui ont réussi, qui à un moment donné savent comment il faut donner du sens à la politique, eh bien, viennent de la société civile, c'est possible aussi, donc on verra. On va faire dans un instant avec Amélie Carrouer votre portrait plus personnel et politique. La présence de la mort, elle est très considérable dans votre vie, dans votre cadre. D'abord, récemment, dans le milieu, vice-président, l'ancien vice-président numéro 2 de l'OL, Roland Courbis, ça change de génération, ça change la perspective? Oui, bon, je pense que quand on est croyant, ce que je suis, ça donne des perspectives différentes. Bon, vous n'avez pas cité Bernard Lacombe, mais bon, on est resté unis dans le football professionnel pendant 36 ans et demi. C'est presque plus dur que dans un couple. Voilà, et la mort apporte un certain nombre de visions totalement différentes. Il y a beaucoup de peine, déjà. Et puis, il y a l'idée qu'il va falloir vivre différemment. Eh bien, c'est peut-être aussi ce qui m'a amené à prendre un certain nombre d'initiatives dans la vie. D'abord de créer mon entreprise, des entreprises, puis d'aller vers le football, alors que je n'étais pas prévu pour. Et puis aujourd'hui, de me retrouver candidat à la mairie de Lyon. Vous avez parlé avec beaucoup de sincérité et de force du suicide de votre mère. Événement évidemment intime, mais pas seulement intime. Vous dites que dans votre carrière, dans l'énergie que vous avez eue, ça a compté. Oui, bon, j'ai eu beaucoup de mal à l'exprimer parce que ce sont des choses tellement importantes. Quand quelqu'un de votre famille disparaît de cette manière-là, on a toujours, quand on a une conscience, une vision des choses, une part de responsabilité qui vient vous ronger, même si elle n'existe pas. Et donc, peut-être c'est ma contribution à cet acte qui a été terrible, c'est de vouloir apporter, d'une part aux femmes, d'autre part à la société, eh bien, un certain nombre de choses supplémentaires, une énergie qui... je me bats pas tout seul, je me bats aussi pour elle et je sais qu'elle me regarde. Elle vous regarde là? Bien sûr. Les femmes, le football féminin, vous êtes un des très rares à ce point-là depuis toujours. Hein. Vous êtes engagé à fond. Beaucoup y croient, font semblant d'y croire pour avoir l'air moderne, et puis en fait ils y croient pas. Vous y croyez vraiment, et vous le montrez. Hein. Vous êtes très actif là. Oui, je suis j'ai été effectivement le premier sur le plan français. L'équipe est devenue championne d'Europe 8 fois, c'est-à-dire c'est l'équivalent du Real Madrid chez les garçons. Puis je me suis occupé à l'UEFA d'être aussi le détonateur pour que les grands clubs eh bien, créent des équipes féminines. Et puis aujourd'hui, je suis même à la FIFA pour essayer de donner une dynamique nouvelle. Jean-Michel Aulas, on va parler de votre portrait. Amélie Carrouer nous rejoint plus précisément, portrait personnel, portrait politique. Bonsoir, merci beaucoup Amélie Carrouer. Bonsoir Michel Aulas. Merci beaucoup donc d'avoir accepté notre invitation. Avez-vous plein de gris-gris dans les poches pour cette interview? Non, absolument plus. Parce que je lisais qu'effectivement le président de l'Olympique Lyonnais que vous étiez était très superstitieux et qu'il remplissait ses poches de gris-gris avant chaque match. C'est vrai que je l'ai été. Bernard Lacombe, dont on a parlé, était très superstitieux. Et puis quand j'ai changé de vie, j'ai décidé de faire en sorte de ne plus avoir de gris-gris. J'aurais peut-être dû d'ailleurs venir avec, je ne sais pas. On en reparle juste après alors, l'interview. Vous voulez une ville de Lyon apaisée, c'est un peu votre slogan, hein, Jean-Michel Aulas. Mais vous, êtes-vous apaisé et êtes-vous apaisant? Parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, pendant 15 ans, vous avez régné vraiment au plus haut niveau, le PSG de l'époque, en quelque sorte, sur le sommet, le toit du foot français, et vous avez quand même une sacrée réputation dans le milieu. La chute d'un papier du Monde que je lisais, le président qu'on adore détester, on lit aussi communication au bulldozer, et ça encore, c'est la version douce. C'est la version soft. Vos détracteurs vous ont accusé de jouer les gros bras pour impressionner arbitres et dirigeants moins influents. Êtes-vous capable de cet apaisement que vous appelez de vos voeux, Jean-Michel Aulas? Je pense que ceux qui ont pensé cela se trompaient. Et vous trouverez au contraire plein de gens qui me côtoient depuis des années. Mes collaborateurs les plus fidèles sont ceux qui ont travaillé depuis toujours avec moi. Donc non, il y a eu une très bonne relation quelquefois tendue, comme en ce moment avec les arbitres, mais il n'y a pas eu cette violence dans la relation. Non. Mais effectivement, il y a eu quelques moments tendus. Vous avez été convoqué en commission de discipline pour avoir parlé de peste et de choléra au sujet de vos homologues du PSG ou encore de Guingamp. Ça a donné lieu quand même à quelques sorties. Je voyais Monsieur Desplat, président de Guingamp, 2017. Il se sent dépassé, Jean-Michel Aulas, par un nouveau modèle économique et la joue mauvais perdant, par exemple. Il y a eu aussi la période Covid.
vous vouliez une saison blanche pour le foot, ça a été un tollé. Et il y a eu quelques réactions assez vives là encore. Monsieur Hérault, président de l'OM en 2020, dans le football, nous tenons notre leader Maximo. Ça a frappé, ça a cogné. C'est terminé tout ça? Vous assumez cet aspect de vous là, patron? Oui, là, je pense que vous allez un petit peu loin parce que sur la saison blanche, nous sommes le seul pays en Europe, et contrairement aux directives de l'UEFA, à avoir arrêté notre championnat. Et si aujourd'hui nous avons un certain nombre de difficultés sur le plan audiovisuel, le début de cette difficulté est venu de la saison blanche parce qu'il a fallu rembourser l'ensemble des opérateurs qui avaient conclu. Pour vous dire, mon sujet n'est... Et les gens que vous citez ont tous disparu du football, apparemment. Ben voilà, Jean-Michel Aulas, vous êtes là. Parce que mon sujet, moi, c'était pas si l'histoire vous avait donné raison en termes de saison de foot ou pas. C'était vos rapports avec les autres. Et voilà, il est là aussi, votre... Bon, j'ai été sacré aussi meilleur président de tous les temps par les journaux spécialisés. Donc... ça équilibre plutôt pas mal. Bon, voilà, c'est une réponse. Réponse aussi à nos téléspectateurs qui veulent vous interroger. Regardez, ils veulent faire connaissance eux aussi avec vous. Bonjour, je m'appelle Julien. Monsieur Aulas, vous avez été un grand dirigeant de club de football. Pourquoi cela vous donnerait-il des qualités pour devenir un bon maire de Lyon? Donc français lyonnais, votre réponse? Oui, alors vous pouvez en interroger d'autres qui vous diront exactement l'inverse. Bon, d'abord, c'est vrai que j'ai bien réussi au niveau de l'entreprise, en création d'entreprise, en gestion d'entreprise importante, en rachetant un certain nombre d'entreprises, puis après dans le football, puis après dans d'autres structures. Donc non, le fait d'avoir été... d'avoir des bons résultats dans le football, ça ne donne pas des droits positifs pour faire de la politique. Par contre, il aurait pu dire que j'ai été le premier à construire un stade privé qui a évité en fait aux collectivités d'avoir à gérer un stade. J'ai été aussi parmi les premiers à faire en sorte de trouver des structures d'accueil non seulement pour le football mais pour l'événementiel. Donc voilà, donc il n'y a pas de... Je pense que quand on fait du football, on travaille avec les collectivités, on travaille avec la fédération, on travaille avec un ensemble de structures qui sont les mêmes que celles avec lesquelles on travaille quand on est maire d'une grande ville. L'ancienneté, dans quelques instants, on entendra Karim Benzema, une légende du football. Il a commencé chez vous, et dit-il, à l'âge de 8 ans. Les biographies disent 10 ans, c'est 8 ans. Donc ça fait déjà, je crois qu'il a 38 ans maintenant. Donc ça date et on verra à quel point, évidemment, les choses remontent loin. Donc il y a eu les mots durs, mais il y aura des mots un peu plus doux aussi dans quelques instants. Jean-Michel Aulas, qui est votre modèle en politique? Écoutez, je l'ai déjà un peu effleuré tout à l'heure. J'ai pas de modèle. Je veux au contraire incarner quelque chose qui soit anti-politique actuelle. Donc pour moi, la politique, c'est aussi une question d'organisation, de méthode, de délégation. Je ne veux pas dépendre de partis qui ont des idées extrêmement arrêtées. Donc le modèle, on va essayer de le créer pour faire en sorte de faire différemment les choses. Donc je n'ai pas de modèle particulier. Je vais tourner la question autrement. De quel maire passé de Lyon vous vous sentez le plus proche? Raymond Barre, Gérard Collomb, allez, on a mis Grégory Doucet. Bon. Non, mais tout le monde sait que j'ai été très proche de Gérard Collomb. On a travaillé à la construction, je l'ai dit, d'un stade privé ensemble. On a travaillé sur beaucoup de sujets à caractère social, de la relation entre le sport, l'éducation et l'entreprise. Voilà, bon, je pense que c'est le maire qui a été... d'une part le plus récent et celui qui était le plus proche, oui. Mais justement, à quel moment, je suis toujours interrogée par ça, moi, à quel moment on se dit, c'est moi, j'ai un destin, je peux être choisi par des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Et en lisant, en travaillant un peu, je voyais que potentiellement, cette certitude, elle s'est forgée le jour de la mort de Gérard Collomb en novembre 2023. Voilà, c'est ce qu'on peut lire. Vous nous racontez ? J'ai pas compris votre question. Que votre volonté d'être maire se serait forgée notamment à la mort de Gérard Collomb. Pas du tout, non. Pas du tout ? Non. Voilà, c'est ce que je lisais, que l'envie s'est forgée le jour de la mort de Gérard Collomb en novembre 2023. C'est pas grave, j'ai échoué, je continue. Autre histoire, c'est dans la Tribune de Lyon. À l'approche des municipales de 2008, la droite lyonnaise se cherche un candidat
et Nicolas Sarkozy sonde tous azimuts. Votre nom commence à circuler. Et là, on lit que Gérard Collomb vous aurait appelé en disant, bon, en gros, soit tu es candidat et tu n'as pas ton stade, soit tu renonces et on peut continuer ensemble. Non, vous avez de mauvaises lectures, là. Mauvaise lecture, Ouais. bon, bah, ça c'est pour la tribune de Lyon, on en reparlera après. Donc alors, à quel moment ça s'est forgé, cette volonté? Très récemment, on l'a évoqué tout à l'heure, Lyon est devenue véritablement une ville que les Lyonnais aiment moins, une ville qui gère la décroissance au lieu de la croissance. J'ai été interpellé non seulement par les gens qui aiment le foot, mais par les entrepreneurs, par l'ensemble des dirigeants d'associations qui voient Lyon décliner sur ses propres valeurs. Et Dieu sait si les valeurs qui étaient promises à Lyon étaient des valeurs intéressantes. Et donc la décision finale a été prise après une réunion familiale, parce que je compte évidemment avoir une assise qui soit très solide sur le plan de la décision. Et on peut dire que ça fait 5 mois que la décision a été prise. Donc, et j'avais jamais envisagé avant d'aller dans un rôle politique. Ça a été dit tout à l'heure. Comment vous vous qualifiez autodidacte, self-made man? Vous n'aviez que 19 ans, mais alors vous allez peut-être me dire que tout ce que je raconte est faux, donc maintenant je vais faire très attention. Vous n'aviez que 19 ans, vous étiez, ça autant encore être mineur à l'époque, lorsque vous avez créé votre première entreprise, c'est ça, 69, dans le domaine de l'informatique? Oui. C'est exactement ça. Et est-ce que vous vous êtes toujours dit, j'ai quelque chose à faire, j'ai un rôle à jouer à partir de ce moment-là, jusqu'à monter cette entreprise dont vous parliez avec Darius Rochebin? Aujourd'hui, c'est 300 millions de chiffre d'affaires. Vous avez toujours cru à votre destin? J'ai toujours eu envie, on l'a dit tout à l'heure, de créer, de faire en sorte d'apporter de la solidarité, de déléguer. J'avais jamais envisagé de faire de la politique, et ce sont les conditions actuelles qui m'ont amené à imaginer, sous un certain nombre de conditions, je l'ai dit tout à l'heure, la famille, mais deuxièmement aussi l'union. Parce que le spectacle que l'on voit sur le plan politique est quelquefois vraiment inquiétant quand on est à l'extérieur. Et donc, c'est très récent. Et voilà, je ne pense pas que ça soit un défaut d'avoir envie d'apporter des solutions aux gens que l'on aime bien. Mais personne n'a dit ici que c'était un défaut. Mais est-ce que pour vous, au contraire, c'est ma question, c'est votre force? L'autodidacte, et j'ai regardé aussi un extrait d'interview dans lequel vous disiez... Je suis autodidacte que vous le dites, hein. J'avais fait quelques formations quand même. Mais dans une interview qu'on a regardée, un extrait ensemble d'ailleurs, je crois, Darius Rochebin, vous disiez avoir quand même reçu des coups ou mal vécu parfois le regard que certains, dans certains milieux, ont porté sur votre parcours. Non, mais là, on fait référence peut-être à des moments, vous savez, dans le football, vous avez cité tout à l'heure des gens qui étaient mécontents du fait que Lyon, qui n'avait jamais été champion de France, le soit 7 fois successivement. C'est vrai que l'arrivée du PSG à une époque avec un État derrière faisait en sorte que les choses changent en termes, je dirais, d'équité. Mais aujourd'hui, je suis ravi que le PSG soit champion d'Europe, c'est formidable. Et au gré de la position des uns et des autres, je ne pense pas avoir de position qui soit aussi ambiguë que celle qui est exprimée là. Il est passé où le gamin de mai 68, Jean-Michel Aulas? Parce que là encore, je le lisais, vous voyez, j'ai quand même essayé de réviser un peu avant de vous rencontrer, mais oui. Bon, je me méfie encore une fois. Vous avez participé à 68, à la Sorbonne? Oui, bien sûr. Cohn-Bendit, vous l'avez fréquenté? Mais j'ai été à la Sorbonne au moment où on inscrivait sur le front de la Sorbonne. Il est interdit d'interdire. Évidemment, il y avait une star à l'époque qui était Cohn-Bendit, et nous avons effectivement eu un certain nombre de... Lui s'en souvient probablement pas, puisque ça m'a été dit récemment, mais ceci étant, vous pouvez aussi retrouver plein d'autres personnes qui participaient à cette aventure. Mais vous en gardez quoi de cette période-là de votre vie? Il est interdit d'interdire. On a peine à vous imaginer. Vous étiez comme ça, le point levé? Vous faisiez le point levé? Non, j'étais pas le point levé, j'étais quelqu'un de très respectable, mais de respecté aussi, et donc... vous étiez un peu trotskiste? Mon père était Bon, moi je suis un... j'ai été à l'école publique puisque mes parents étaient professeurs. Il y en a un qui était plus à gauche que l'autre, et donc voilà. Donc j'ai eu une éducation qui ne m'a rien caché de l'ouverture à gauche. Voilà. Vous êtes un peu dans le en même temps, Jean-Michel Aulas, politiquement?
Je ne sais pas ce que vous appelez par le en même temps. Mais c'est-à-dire, vos décorations, par exemple. Qui vous a remis les décorations? Vos décorations sur votre... La première a été par le ministre du Travail, qui était M. Delbar, qui était socialiste. Oui. Et puis après, il y en a eu beaucoup, puisque, donc il y a eu d'une part le président Hollande, pour la Légion d'honneur, pour le 2e grade de la Légion d'honneur. Il y a eu le président Macron pour le grade de commandeur de l'Ordre du Mérite. Et puis un préfet, préfet Carinco à Lyon. Voilà, il y a eu plein de gens qui ont participé. Et à droite, à gauche, vous avez toujours entretenu des bonnes relations avec les dirigeants. Oui. Vous ne vous positionnez ni à droite ni à gauche? Non, exactement. J'étais quelqu'un qui écoutait aussi bien à droite qu'à gauche les bonnes idées. Merci Jean-Michel Aulas d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Amélie. On va continuer avec... Alors, on a compris que vous aviez des ennemis et des amis, ça c'est la loi, pas seulement de la politique, mais de la vie en général. Alors, là, on va entendre quelqu'un qui est très ami, et depuis très longtemps, on le disait, Karim Benzema, alors, légende du football, ballon d'or, un des meilleurs buteurs de toute l'histoire du football français. On l'a interviewé tout à l'heure, il est à distance. Et question d'abord sur ce qu'il vous doit, et ce qu'il vous doit depuis longtemps. Écoutez-le. C'est grâce aussi à Jean-Michel Aulas qui m'a laissé aller réaliser mon rêve. Donc, en tant que footballeur, je lui dois tout. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai que j'ai été toujours très proche de Karim avant qu'il soit la superstar que l'on connaît. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est venu très tôt à Lyon, au centre de formation, qui était aussi une des caractéristiques que n'ont peut-être pas relevé les autres, mais on a été l'un des meilleurs centres de formation pendant 20 ans de suite. Sur le plan européen. Comment faire pour qu'il y ait plus de Karim Benzema? C'est une carrière extraordinaire, mais évidemment c'est extrêmement rare. Il y a des milliers qui rêvent et il y a peu d'élus. Comment faire pour qu'il y en ait plus? Il faut avoir des centres de formation de proximité. Il faut que les gens puissent, au travers de leurs talents, déjà les détecter, mais qu'ils puissent les exprimer, d'une part en étant dans un centre de formation de qualité, mais en proximité vous aussi en ferez plus, de la cellule familiale. Si vous êtes maire, vous pourrez en faire plus? On pourra aider à faire en sorte. J'aide beaucoup une association qui s'appelle Sport dans la ville, qui travaille dans les quartiers et avec le sport pour dynamique, pas le football uniquement, d'ailleurs le basket aussi, et ça fait partie effectivement de mes ambitions. Et il vous pose une question aussi sur la réussite, cette fois en politique. C'est dangereux la politique. Dès qu'on va en politique, on parlait de tapis tout à l'heure, on commence à prendre des coups, on peut en donner aussi. Écoutez-le là-dessus. Est-ce qu'il faut changer à Lyon? Il y a beaucoup de choses en fait. Là en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de travaux, beaucoup de circulation. Il y a beaucoup de projets qui vont pas au bout. Et une ville comme Lyon mérite beaucoup mieux. Donc je pense, en tout cas, je suis tout cœur avec lui. Je pense qu'il a la capacité, il a cette ambition pour faire bouger la ville et pour que Lyon redevienne ce que c'était auparavant. La politique, c'est un monde dur. Vous l'avez vécu. Dès qu'on va sur le terrain politique, on prend des coups, on donne des coups. Qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce que c'est une folie de s'aventurer sur ce terrain-là? Dès qu'on entre en politique, les gens veulent vous tuer. Je pense que Jean-Michel Aulas a tout pour réussir, parce que c'est quelqu'un qu'on écoute, c'est quelqu'un qui sait où il va, avec beaucoup d'expérience. En tout cas, il l'a montré déjà dans le football où Lyon était tout en bas, les a montés jusqu'en haut. Donc, je pense que c'est sa place et c'est s'il a envie d'y aller. En tout cas, moi, je suis tout cœur avec lui. Est-ce que vous avez le cuir assez épais? Vous allez en prendre. Là, vous avez le pain blanc pour l'instant, bien le pain noir, vous savez comment ça marche. Pas tout le temps. Vous avez vu qu'on a été rechercher des citations que je ne connaissais même pas moi-même. Vous allez avoir bien pire que ça. Dans une campagne électorale, ça va castagner. C'est pour m'entraîner, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est un service qu'on vous... Je vous en remercie. Non, mais franchement, il faut le cuir épais.
Mais bien sûr qu'il faut le cuir épais, mais ceci étant, je pense que quand on veut innover d'une manière générale et pas uniquement en politique, eh bien, au début, on se fait traiter soit d'incompétent, soit de quelqu'un qui n'a pas tous les ressorts qui permettent de résister. Bon, je suis passé par des situations qui étaient plus difficiles que ça. Un adjectif qui vous caractérise, je donnais 2-3 coups de fil dans le monde du foot. Vous avez une bonne cote, vous disiez à bien des égards. On dit aussi il est malin. Aulas, il est malin. Par exemple, quand il y avait le mercato, vous étiez champion pour faire semblant de vouloir un joueur, faire monter un peu sa cote, en bon français, emmerder le club concerné, puis en fait viser un autre. Malin, ça compte dans la vie, y compris en politique. Écoutez, j'ai pas le résultat de l'action, donc c'est difficile. Bon, je pense que je suis quelqu'un qui innove, c'est sûr. Ouais, ben, malin, rusé, répondez. Malin, je suis pas sûr que je sois très malin. Par contre, je réfléchis beaucoup avant de faire les choses. Et c'est une vraie réponse de malin que vous faites là. C'est très bien, Jean-Michel. Troisième déclaration de Karim Benzema. Et je vous sens ému quand même, parce qu'évidemment, 8 ans, voilà. Sur l'identité, Dieu sait s'il a été cherché sur ce thème-là. Voilà, l'identité, d'où on vient, qu'est-ce qu'on est entre Lyon, etc. L'Algérie aussi. La Marseillaise, écoutez-le. Est-ce que vous avez été blessé? Il y a eu tellement, vous chantiez pas la Marseillaise, l'histoire avec Darmanin, etc. Il y a eu des batailles autour de vous, hein, et on en parlera avec Jean-Michel Aulas en politique. Dès qu'on entre en politique, ce qu'on disait très vite, ça castagne vraiment fort. Est-ce que vous en avez gardé, vous, une blessure? De toute façon, c'est bien sûr que ça blesse, parce que on a la maman, on a le papa, on a la famille, on a des enfants. Donc c'est compliqué, c'est un terrain très compliqué. Mais mes proches et les personnes que je connais me connaissent très bien et savent exactement comment je suis. Donc ma ligne de conduite, c'est la même. J'ai tout le temps été respectueux envers tout le monde et ça va continuer. Et voilà, le reste, comme je l'ai dit, je regarde devant moi, je prends bien soin des gens et de ma famille. Et après, les mauvaises langues, de toute façon, ça va jamais changer. Mais ça, c'est depuis tout petit, et ça m'a fait aussi mon caractère. Donc, faut continuer comme ça, faut se battre et rien lâcher. Jean-Michel Aulas, est-ce que vous étiez avec lui dans ces circonstances? Oui, j'ai toujours été derrière Karim, en essayant d'analyser les choses par le prisme qui était le mien, c'est-à-dire de quelqu'un qui connaissait et la personne et l'environnement. Et c'est vrai, on le voit encore aujourd'hui, il a beaucoup plus de réflexion que les gens l'imaginaient. Moi, je suis très frappé chez les journalistes, il y a ce préjugé que les sportifs, ils sont parfois limités. Non, les sportifs, souvent, sont beaucoup plus fins et intelligents que même les hommes ou femmes politiques. Hein. C'est quoi l'intelligence du sport? L'intelligence? Oui, l'intelligence du sport. Les sportifs, en fait, souvent, il y a une manière notamment de concevoir vous savez, le match qui compte beaucoup. Bien sûr, il y a déjà la force mentale dont il parle, parce que quelquefois on est malmené, il faut pouvoir réagir. Et puis après, le sens tactique, c'est inné ou construit. Et ça, c'est une forme de ruse, une forme aussi d'intelligence. Regardez. Parce qu'entre être rusé et être intelligent, l'espace n'est pas très important. Et vous retombez très bien sur vos pattes. On va regarder, écoutez cette courte séquence, c'était au moment où on a enregistré cette interview, vous êtes en dialogue avec Benzema et ça en dit beaucoup sur le lien que vous avez. Le plus grand jour qui me reste, c'est le jour où tu as reçu le Ballon d'Or et j'étais à côté de Florentino Pérez et tu es venu t'asseoir entre nous deux et c'était magnifique. Ouais. Merci beaucoup, Karim. À très bientôt. À bientôt. Merci. Bien. Bye bye à tous. Merci Karim, merci beaucoup, au revoir. Salut, plaisir, bye. Alors, j'apprécie beaucoup cette séquence. Hein. C'est pas fin, vous aimez bien, vous aimez vraiment. Ouais, non, je suis quelqu'un, contrairement à ce qui a été peut-être dit tout à l'heure, d'extrêmement affectif, très fidèle, et la fidélité dans la relation humaine, ça n'a pas de prix. Voilà. Et donc là, j'étais très ému de le retrouver. Il est confronté à de nouveaux enjeux. Quand je l'ai appelé
il y a 3 jours, il venait de marquer 3 buts pour son club en Arabie Saoudite. Bon, voilà, c'est quelqu'un de fidèle aussi et qui respecte complètement cette historique, cette histoire. Jean-Michel Aulas, maintenant la séquence la plus difficile de l'émission, oui, non. Il faut répondre ou par oui ou par non et jouer le jeu autant que possible. On se retrouve dans un instant. Regardez. Et voilà la première question de ce oui-non, Jean-Michel Aulas. Elles vont s'afficher ici à chaque fois. Première question, Trump parle d'arnaque verte pour l'écologie. A-t-il raison, oui ou non? Non. Le RN, deuxième question. Le RN doit-il être qualifié de républicain comme les autres partis? Oui, non. C'est très difficile de répondre parce que je n'ai pas la connaissance de l'ensemble. Je dirais plutôt non, mais pourquoi pas? Je crois que tout le monde a le droit d'avoir un certain nombre de convictions. Voilà. Donc, vous slalomez là, oui ou non? Oui, c'est un peu... Allez, oui ou non? Plutôt oui ou plutôt non? Je relis bien la phrase parce que... Allez-y, relisez bien, c'est comme dans les contrats d'assurance. Parce que vous dites quand même comme les autres, donc partis. Ouais. Allez, il faut choisir. C'est comme dans les jeux télévisés. Bon, j'ai écouté le budget. Allez-y, dernièrement. Aulas, attendez, c'est pas un accouchement. Allez, on va dire oui. Oui. Vous êtes agréable. Non, c'est pas pour moi, vous êtes libre, oui ou non. Troisième question. Croyez-vous que l'avenir de la société française est de devenir plus métissé, oui ou non? Probablement plus, je sais pas, mais métissé, oui. Êtes-vous favorable, troisième question, êtes-vous favorable au droit de choisir sa mort, oui ou non? Alors écoutez, bon, je vous l'ai dit, je suis croyant. Je viens de perdre des amis après des souffrances terribles. Je dirais quand même oui. Question suivante. Était-ce une erreur d'arrêter le service militaire obligatoire, de le suspendre, oui ou non? Je pense que c'est une erreur. Citation. Question suivante. Paris est la capitale de la France, Lyon est la capitale de la province, oui ou non? Oui. Est-ce qu'il y a encore une bourgeoisie à Lyon? Je le pense. Elle est pour vous? On verra, attendez un petit peu. Question suivante. Avez-vous un regret d'avoir vendu l'Olympique de Lyon? Alors déjà, c'est une mauvaise question parce que ça n'est pas moi qui ai vendu l'Olympique Lyonnais. Mes associés, comme la société était cotée en bourse, ont souhaité vendre. Et ils ont vendu en plus à celui que je n'avais pas choisi. Donc voilà. Donc, nostalgie, nostalgie. Ouais, bien sûr. Question suivante, elle vaut pour tout temps. Là aussi, c'est une citation. L'argent n'a pas d'odeur, mais à partir d'1 million, ça commence à sentir très bon. Non. Non. La question suivante, vous y avez répondu, donc on peut l'affiner. Est-ce que Dieu existe? Oui, non. Est-ce que vous priez? Oui ou non? Oui. Chaque jour? Pas chaque jour, mais quand cela est nécessaire. L'avenir, Jean-Michel Aulas, que personne ne connaît. Si vous perdez, prendrez-vous votre retraite définitive, oui ou non? Oui. Et vous l'imaginez? Non. Merci beaucoup Jean-Michel Aulas. On continue évidemment l'actualité qui continue sur LCI. Merci pour cette émission spéciale municipale 2026.